pour control screen, voilà, pour pouvoir rejouer avec le webinaire. Donc, l'idée, c'est voilà, de se dire, mon site internet a eu un passage de Google. Google est passé sur mon site internet. Et à partir de là, bah, il a pu prendre des décisions. Il y a des pages qu'il aime, il y a des pages qu'il n'aime pas. Il aime à positionner certains mots-clés. Il y a des pages sur lesquelles je vais avoir des problèmes d'indexation ou de vitesse. Donc voilà, en gros, à quoi va servir la Google Search Console. Elle est à distinguer, par exemple, de Google Analytics. Analytics, ça va être pour suivre le trafic, pour voir les humains qui sont passés sur votre site internet. Là, on ne parle pas du tout des humains, des conversions, du temps passé sur votre site internet. On parle vraiment pur et dur du robot de Google qui est passé sur votre site et qui va juger votre site. Donc voilà à quoi sert la Google Search Console. Donc c'est un outil qui est indispensable, qu'il vous faut avoir installé le plus tôt possible pour utiliser un maximum de choses et pour pouvoir prendre des décisions. Et on va voir un petit peu quel type de décision on peut prendre par la suite. Donc, la Search Console, on va avoir la configuration en tout premier. Donc, la configuration, ça va être très simple. Ça va être le fait de mettre soit un fichier à la racine de votre FTP, donc à la racine de votre hébergement sur le site internet, soit le plus souvent, et ce que je conseille, c'est un petit peu plus long, mais ça marche très bien, c'est de rajouter un enregistrement, c'est-à-dire une donnée, dans votre hébergeur. Donc, si vous avez un dev, rajouter une donnée dans l'hébergeur, c'est vraiment pas compliqué, et ensuite, vous avez accès à la Google Search Console. C'est gratuit et ça se fait en quelques minutes. Au pire, les données, vous les avez le lendemain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous configurez la Search Console, les données, vous pourriez les avoir le lendemain. Mais bon, ça, c'est pas très. À la limite, c'est pas très grave. Et ensuite, cet onglet, enfin, le menu de la Search Console va se diviser en plusieurs grandes parties. La première, ça va être la partie performance. Comment est-ce que mon site performe, les mots-clés sur lesquels je suis ou pas. L'indexation, qu'est-ce qui est indexé sur mon site. Donc, l'indexation, c'est le fait que je puisse avoir des pages sur mon site qui terminent bien dans l'index de Google. Pour ça, je vais vous montrer une infographie que j'ai fait hier. Je l'ai partagée. Je ne l'ai pas partagée encore, vous allez avoir le spoiler. Ça sort la semaine prochaine. En gros, une page indexée, c'est quoi? Une page indexée, pour voir les pages qui sont indexées, c'est les pages qui en sont à cet endroit-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que votre page termine dans les pages de résultats de Google, ce qu'on appelle nous la SERP, il faut que votre page, elle existe, normal, qu'elle soit crawlable, c'est-à-dire que Google puisse passer dessus, qu'elle soit crawlée, c'est que Google soit passé dessus, qu'elle soit indexable, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de problème qui va bloquer son indexation, donc pas de 404, pas de balise canonique, pas de choses comme ça, qu'elle soit effectivement bien indexée, c'est-à-dire que là, Google ait dit cette page mérite d'être dans la SERP, et ensuite, on peut commencer à la travailler en SEO. Donc, ça veut dire que là, cette infographie-là, alors, je connais personnellement l'un d'entre vous et je connais Florian qui est en train de hurler sur la partie graphique de cette infographie-là. C'est très moche, mais ça fait le taf. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, avant que votre page puisse terminer dans l'index, il faut savoir où se situe le problème. La Search Console va répondre à certaines de ces questions-là. Elle va vous dire, est-ce que Google a crawlé la page? C'est-à-dire, est-ce qu'il est passé dessus? Et ensuite, est-ce qu'elle est indexable? Est-ce qu'elle mérite l'indexation? Et est-ce qu'elle est indexée? Donc, c'est ces trois questions-là qui ici nous intéressent pour savoir est-ce qu'on a un intérêt derrière à vouloir se positionner? Et pourquoi est-ce que ma page sur laquelle je voulais me positionner ne fonctionne pas? Donc, si vous voulez faire un screen de ça, vous pouvez. Sinon, ça ressort, je crois, lundi ou mardi sur LinkedIn. Donc, au pire, vous l'aurez lundi ou mardi. Donc la question ici de la performance, mais surtout ici de l'indexation, dans cet onglet indexation, c'est de savoir les pages de mon site qui sont indexées et celles qui ne le sont pas, et de savoir pourquoi elles ne sont pas indexées. Et la dernière chose, donc je dis bonjour aux derniers qui sont arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez un chat à votre dispo, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Et la dernière grande partie, on verra tout dans tous les cas, mais la dernière grande partie, ça va être cette partie expérience, où Google va nous dire tes pages, elles sont indexées, tes pages, elles ont des performances, d'accord, mais globalement, l'expérience sur ton site est bonne ou n'est pas bonne parce que. Donc là, on ira voir cet élément. Le premier point, c'est déjà, on va commencer par ici, cette inspection de l'URL. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si sur mon site Internet, une page est connue par Google, s'il l'a crawlée et si elle est indexable et indexée. Donc, toutes ces questions-là, est-ce que Google connaît ma page? Est-ce qu'il a réussi à passer dessus? Est-ce qu'il est effectivement passé dessus?
Est-ce qu'elle peut terminer dans l'index et est-ce qu'elle termine dans l'index? Donc là, vous avez en haut la possibilité de rajouter n'importe quelle page de votre site internet. Donc là, par exemple, je suis sur le site GoPark, on va le faire en direct. Je vais lancer le site, on va prendre une page. Je vais prendre cette page-là et je vais lui dire à cet endroit-là, inspecte-moi cette page-là. Donc là, il va aller voir la page et il va me dire, cette URL est sur Google. Donc, il a indexé. Il n'y a pas eu de problème d'indexation sur cette page-là. Il n'y a pas indexé de vidéo et la page fonctionne. Si vous avez ici un autre message, typiquement, la page ne fonctionne pas, elle n'est pas indexée, elle n'est même pas crawlée, je ne la connais pas, Google peut vous dire, je ne la connais pas, je ne l'ai même pas dans les pages que j'ai à crawler. Et auquel cas, ça veut dire que vous allez pouvoir lui demander d'aller passer en priorité sur cette page-là pour la faire indexer rapidement. Donc votre indexation, et en tout cas la crawlabilité d'une page, le fait que Google puisse passer dessus, vous pouvez un petit peu aider Google avec cette partie inspection de l'URL qui va être là-haut. Ensuite, on va dérouler, on va avoir l'onglet ici Performance. Performance, c'est les mots-clés qui m'ont apporté des impressions et des clics, donc des apparitions sur le moteur de recherche et des visiteurs sur mon site, dans les moteurs de recherche sur Google, en naturel. On ne parle pas ici de Google Ads. Google Ads, c'est un autre métier. On parle ici du référencement naturel. Je vois ici le nombre total de clics sur mes résultats. J'ai eu sur les 3 derniers mois 8900 clics sur mes résultats, pour un total de 422 000 impressions. Mon site est apparu total de 422 000 fois sur les mots-clés. J'ai un CTR moyen, un taux de clic moyen de 2,1. Donc, mon site est cliqué en moyenne 2,1% du temps. Et la position moyenne de tous mes mots-clés cumulés, c'est 17,9. Alors, ce chiffre-là, en tant que tel, il ne vaut rien du tout. Okay, la position moyenne de tous vos mots-clés, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre de mots-clés sur lesquels vous êtes et quels sont ces mots-clés-là pour essayer d'améliorer. Comment est-ce que je me sers de la Search Console au quotidien? Ça veut dire que si vous descendez un petit peu, vous allez avoir les vrais mots-clés sur lesquels vous êtes apparu. Et là, je sais que le mot-clé qui me rapporte ici le plus de clics, c'est mon mot-clé de marque, c'est GoPark, qui m'a rapporté 12 000 impressions et 500 clics. Sur ce mot-clé-là, j'ai un taux de clic de 4,6% et je suis en moyenne 2,3e. Donc, tout le travail d'optimisation que vous allez avoir dans vos mots-clés, il va pouvoir être fait là-dessus en se disant, tiens, ce mot-clé-là, je suis premier, c'est cool, bon, ça c'est bien. Et il y a des mots-clés sur lesquels je vais être 10e, 20e, 30e, 15e. Donc là, par exemple, je vois que je suis 15e sur ce mot-clé-là. Sur le mot Paintball Indoor, je suis 15e. Donc, connaître la liste des mots-clés avec les positions et le taux de clic que ça peut m'apporter, ça va me permettre de commencer à dire, aujourd'hui, là, ce qu'on voit, c'est que mes principaux mots-clés, ce qui m'apporte le plus de trafic, c'est GoPark, 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 GoPark. Et ensuite, le premier mot non-marque, c'est ici Laser Game Sergi. Donc après, vous faites votre liste par rapport à ça. Vous avez la possibilité de l'exporter pour pouvoir continuer à la travailler. Si on veut commencer à s'amuser un petit peu, je vais pouvoir ajouter des filtres là-dessus en disant, tiens, moi, je veux par exemple exclure, je veux les requêtes qui contiennent, ou surtout les requêtes qui ne contiennent pas, GoPark. Et en faisant ça, je vais forcément venir exclure toutes les requêtes qui ne contiendraient pas mon nom de marque. Ça peut me servir à justement voir les mots-clés sur lesquels je suis déjà, je suis bien pertinent et qui ne comprendraient pas mon nom de marque. Donc après, je peux rajouter autant de filtres que je veux. Hein. Donc là, avec et sans l'espace. Et comme ça, j'ai demandé avec. Autant pour moi. Et là, oh, tu m'ennuies, toi. Pas grave, on va faire une expression régulière. Je sais pas pourquoi il a décidé de m'ennuyer ce matin. Hop. Voilà, tout ce qui ne comprend pas que tu m'enlèves. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Donc, là, j'ai demandé à virer tout ce qui comprend parc. Comme ça, il y a le go, il y a machin, il y a l'espace, il y a un tiret, je m'en fiche. Tout ce qui comprend parc, tu me l'enlèves. Donc, comme ça, ici, j'ai la liste des mots-clés non marques. Ça me permet de mettre d'un côté les mots-clés marques et de savoir si ma marque est de plus en plus demandée, et de l'autre côté, de ne pas mettre mes mots-clés de marque pour savoir si mes autres mots-clés, mon vrai travail en SEO, fonctionne. Parce que les mots-clés de votre marque, c'est mignon, mais c'est votre notoriété. Je ne peux pas considérer que ce soit mon travail en SEO. Donc, en faisant ce travail-là, vous allez pouvoir voir les mots-clés, marque ou non marque, de votre
site internet. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur un mot-clé. Je vais pouvoir dire football ou je vais choper un mot-clé sur lequel je suis en deuxième page. Tiens, voilà, je reprends Paintball Indoor. Paintball Indoor, je suis 15e. Ça veut dire que je suis à la milieu de la deuxième page. Pour moi, c'est une super opportunité de mots-clés. Donc, quand vous travaillez votre SEO, quand vous travaillez votre marketing digital, il est beaucoup plus simple de passer un mot-clé de 15e à 8e, 9e, plutôt que de le passer de 50e à premier. OK? Donc, l'idée, c'est de se dire aussi, bah, je vais aller étudier, je vais aller rajouter par exemple un filtre en disant, je veux. Alors, attendez. Non, je vais le classer par position, ce sera plus simple. Je vais demander ici à, on va aller voir tous les mots-clés. Voilà. Là, j'ai une liste, par exemple, de plein de mots-clés sur lesquels je suis 10e, 10,1, 12e, 13e, 15e. Et ça, c'est des mots-clés sur lesquels je me dis, si j'arrivais à passer en première page sur ce mot, ça me permettrait d'être beaucoup plus rapidement pertinent. Donc, je retrouve ici mon paintball anniversaire, par exemple. Ça me permettrait d'être beaucoup plus pertinent rapidement. Et ça me permettrait de gagner rapidement des positions et surtout des clics. Et ensuite, si vous cliquez sur le mot-clé en question, vous allez pouvoir avoir là où les pages de votre site qui se positionnent sur le mot-clé en question. Donc, je vais dans ma performance, je regarde le mot-clé qui m'intéresse et en cliquant dessus, je vais avoir ce sont ces pages-là, ces 4 pages-là qui aujourd'hui se positionnent sur ce mot-clé-là. Ça me permet de voir que j'ai une page qui s'appelle Paintball intérieur anniversaire enfant et ado Paris, une autre qui s'appelle Paintball intérieur enfant et ado, / Anif Paintball. J'en ai une troisième qui s'appelle Paintball extérieur anniversaire enfant et ado, et une quatrième enfant loisir anniversaire enfant. Donc j'ai ici 4 pages qui parlent d'anniversaire enfant à ado. Est-ce que c'est pertinent? Après, on commence vraiment les réflexions de quelle page mérite le positionnement, est-ce que j'ai pas de la duplication et quelles pages sont le plus à même d'ici de bien se positionner. Donc l'onglet performance ici et surtout performance sur les résultats de recherche, ça me permet de bien couvrir les mots-clés sur lesquels je suis, de voir les opportunités de positionnement pour ma position 13, 15, 20 et d'essayer de faire passer rapidement ces mots-clés-là en première page, de voir les pages officiellement sur lesquelles je suis positionné aujourd'hui et peut-être les pages qui mériteraient soit d'être mixées entre elles, soit d'être travaillées parce que je pourrais passer en première page. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre travail de ce qu'on nous on appelle la liste de mots-clés et le keyword mapping. Donc avec la liste de mots-clés, je vais pouvoir me dire, tiens, je suis positionné sur l'ensemble de ces mots-clés-là, c'est cool. Et le keyword mapping, c'est de se dire, tiens, si je voulais vraiment avancer sur le mot paintball anniversaire, quelle est la page de mon site que je vais dédier à ce mot-clé-là. Okay, quand on fait du SEO, c'est toujours associé un mot-clé sur lequel je veux positionner à une page de mon site internet, pas 50. Là, vous voyez, j'ai 4 pages qui parlent du même sujet, je ne trouve pas ça intéressant. Donc, je vais en consacrer une, et c'est cette page-là que je vais avancer, sur lesquelles je vais travailler. Je vais rajouter du contenu, je vais rajouter du champ lexical, je vais m'assurer qu'elle soit bien positionnée dans mon site internet et qu'elle reçoive du maillage interne, je vais lui envoyer des liens externes, et je vais faire que ce soit cette page-là qui va avancer. Vous allez peut-être me dire, et vous allez peut-être trouver qu'à certains moments, il n'y a pas la page qui va en face. Peut-être qu'on va devoir la créer. Et auquel cas, ce sera à vous de voir si derrière, cette page va s'indexer. Donc, on retourne sur la première partie, c'est je crée une nouvelle page, je la fais indexer, et ensuite, je viens la retrouver dans cet onglet performance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment que ce soit participatif. Soit dans le chat, soit normalement, encore une fois, vous pouvez activer votre micro. On n'est pas beaucoup ce matin, donc activez votre micro, il n'y a pas de souci. Donc, l'idée, c'est si je vois par exemple, je peux aller voir les 16 derniers mois et je vais aussi voir la progression de mon site internet. Est-ce que je progresse? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien sur tel mot-clé, par exemple? Là, moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est de lancer l'activité de laser game. Et laser game, je vais dire ici, je vais sortir le mot-clé, tous les requêtes qui comprennent laser, de plus ou moins loin. Je vois que ça n'existait pas avant ce truc-là, donc j'ai dû créer mon activité à peu près à cet endroit-là. Et je vais pouvoir voir si le nombre de clics est en augmentation. Donc, si j'essaie de tracer une courbe, on voit que j'ai de plus en plus de clics. Le nombre d'impressions est en augmentation. Oui, effectivement, depuis là, le 10 octobre, j'ai un boost de mes impressions. J'ai un mot-clé qui a dû passer en première page. Okay, et la position moyenne, c'est un peu dur à analyser parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et le CTR, par contre, c'est aussi
le taux de clic sur mon résultat. Est-ce que mon résultat attire le clic? Parce que quand on fait une page en SEO, on va lui ajouter une balise meta title et une balise meta description, c'est-à-dire le titre en bleu et le titre en noir que je vais avoir dans mes résultats Google. Plus votre titre est attirant, plus votre balise meta title elle est sexy, et plus on va avoir envie de venir chez vous. Donc ça veut dire que quand on va mesurer ici le taux de clic, je peux le faire soit par rapport à une requête, mais je peux aussi le faire par rapport à une page. Je vais me dire, tiens, je suis en train de travailler, par exemple, cette page Free Jump, c'est ma nouvelle page, je vais la cliquer et je vais pouvoir aller voir si les modifications que j'ai faites de balise meta title, de balise meta description, de rajouter. Alors, je sors un petit peu de termes techniques, hein, si vous voulez que je refasse des points, vous n'hésitez pas, que je rajoute des rich snippets, que je rajoute des données structurées pour que mon résultat soit plus gros, qu'il fasse afficher des informations supplémentaires à cet endroit-là. Tout ce que je vais voir ajouter là, le but, c'est que mon site se positionne mieux, c'est un fait, mais surtout qu'il attire plus le clic, que j'ai plus de visiteurs qui viennent vers moi grâce à ça. Donc ça veut dire que avec ici le taux de clic moyen, ça me permet de voir si le travail que je suis en train de faire au niveau des balises title, des métadescriptions et des microdonnées pour faire afficher des rich snippets porte ses fruits. Si ce taux-là dégringole, ça veut dire que mon résultat est de moins en moins intéressant. Si ce taux-là monte, ça veut dire que mon résultat est de plus en plus intéressant. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est que juste avec cet onglet performance, vous voyez que je peux voir l'indexation, mes mots-clés, des idées de mots-clés, le fait que ma marque fonctionne de mieux en mieux ou pas, le fait que mon SEO fonctionne, si j'ai payé quelqu'un à faire mon SEO, voir si les mots-clés hors marque fonctionnent de mieux en mieux ou pas. Si je peux voir aussi mon résultat sur les moteurs de recherche et de voir s'il est de plus en plus attirant avec des nouvelles balises meta title. Donc juste avec cet onglet performance, on peut déjà faire plein de petites choses en SEO et ça nous permet déjà d'avoir pas mal d'infos au même endroit. Discover, c'est votre apparition. Alors là, ce client-là n'en fait pas. C'est votre apparition sur la partie Discover de Google. Donc Discover, c'est un regroupement de plusieurs c'est un espèce de mix marketing de plusieurs. Oh, je vais pas y arriver ce matin. De plusieurs choses, j'aime pas le mot, mais voilà. De plusieurs produits Google, on va essayer de le dire comme ça, pour essayer d'apparaître sur un maximum de plateformes en même temps. J'arrive pas à mieux le définir que ça, je suis désolé ce matin. Donc là, ce client n'en fait pas, donc je ne vais pas forcément. C'est la même idée. C'est mes résultats, les pages sur lesquelles j'apparais, les pages qui apparaissent dans le Discover, et toujours pareil, est-ce que ça m'apporte des clics, est-ce que ça m'apporte des impressions, et est-ce que mon taux de clic sur Discover est le bon. Donc une fois que vous avez la logique pour la partie performance sur les résultats de recherche, vous l'aurez également pour la partie Discover. Ensuite, on va arriver sur la deuxième partie qui m'intéresse, ici la partie indexation. Indexation, ça veut dire qui termine dans les pages de résultats Google. Donc si je clique ici dans mes pages, je vais avoir les pages qui sont indexées dans l'index, j'en ai ici 138, et les pages qui ne sont pas indexées. À prendre en compte, si Google ne connaît pas du tout une page, si je lance une page là aujourd'hui le 15 novembre à 9h53, Google ne la connaîtra pas à 9h54, elle ne fera pas partie d'une de ces deux listes-là. Il faudra d'abord que soit il l'ait découverte par lui-même, par sa navigation, soit que vous lui ayez proposé d'aller la crawler par le sitemap. Rajouter une page dans le sitemap, ça permet d'améliorer la vitesse à laquelle Google va pouvoir la découvrir. C'est tout, ça ne sert pas à grand-chose de plus que ça. Et troisième possibilité, c'est de lui envoyer cette nouvelle URL-là dans l'inspecteur là-haut. Lui va vous dire, cette page, je ne la connais pas, et vous allez pouvoir lui dire, mets-la en priorité de crawl parce que c'est une nouvelle page que je viens de lancer. Donc, une fois que Google connaît la page, qu'elle est crawlable, qu'il a le droit de passer dessus, donc, par rapport à l'infographie que je vous ai montrée, à partir de l'instant où c'est une page de votre site et qu'elle est crawlable, que Google a le droit de passer dessus, il va pouvoir la crawler. Et ensuite, il va nous dire, elle est indexable et éventuellement, elle est indexée. Donc, ça veut dire que ici, les pages qui sont dans l'index, c'est cool. Bon, on va pas passer des heures dessus, ce sont des pages qui terminent déjà dans les pages de résultats de Google. Donc, c'est des pages que vous avez la possibilité de travailler et sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter le contenu, le champ lexical, tout ce qui est à faire. Moi, ce qui m'intéresse surtout ici,
c'est de me dire, j'ai des pages qui ne sont pas indexées et pourquoi? Donc je vais décocher ça et je ne vais garder que les pages qui ne sont pas indexées. Et quand vous allez descendre, vous allez avoir la liste des pages que Google connaît, sur lesquelles il a eu le droit de passer, hein, il faut qu'elles aient été crawlables au moins une fois, et sur lesquelles il ne peut pas l'indexer et pourquoi. Donc là, il va me dire, j'ai des pages, j'ai 8 pages ici qui ont été exclues de l'indexation parce qu'elles ont une balise no index. C'est le webmaster qui a demandé à ce que ces pages-là ne soient pas indexées volontairement. La balise no index, ça sert à ça. J'ai des pages ici qui sont en erreur 404. J'ai des pages qui sont en double avec une balise canonique. La balise canonique, c'est pour dire, par exemple, j'ai 2 pages qui vont présenter exactement le même contenu. Je vais en garder une, je vais en indexer une, et l'autre, je vais dire à Google officiellement, c'est une copie. La balise canonique, c'est ça. Donc, c'est de pouvoir dire à Google et lui expliquer que l'ensemble de ces pages-là ne sont qu'une copie de ma page principale. Exemple, vous vendez des chaussures et vous allez faire une page pour la paire de chaussures en 38 et vous allez refaire la même page pour la version en 40, en 42, en 44, en 46. C'est pas intelligent de faire ça, mais l'idée, vous la comprenez, c'est que je vais faire ma page principale et tout le reste, ce sera des pages canoniques, des pages de duplication. Donc là, c'est à moi de me poser la question, pourquoi et est-ce que c'est normal que ces pages-là aient été ici désindexées? Donc, quand on est sur la balise no index, bah, et en plus, vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir la liste, bien entendu, je vais avoir la liste ici des pages que j'ai demandé moi-même à désindexer. J'ai demandé volontairement à désindexer la partie corporate plan d'accès. J'ai demandé volontairement à désindexer les pages ici de pagination. OK? Parce que je ne pense pas que ce soit intéressant que ces pages-là terminent dans l'index. Donc, je laisse Google passer dessus, mais je lui dis, elles ne sont pas intéressantes. Ça fait partie des notions ici que je vous donne. Pourquoi est-ce que on va parler de la balise no index et qu'on ne va pas empêcher le moteur de passer dessus à travers le robot TXT? Vous avez peut-être déjà le truc. C'est que le robot TXT, il empêche Google de passer dessus. Tu n'as pas le droit, interdiction, de passer sur cette page-là. Le no index, ça dit tu as le droit de passer, mais tu ne la mets pas dans l'index. Exemple, une page de pagination. Quand je fais mon catalogue, je vais avoir 1000 produits. Je vais en faire afficher 50 et je vais ensuite avoir la page 2, la 3, la 4, la 25, la 50, la page de pagination 150. Si j'empêche Google de passer, interdiction de passer sur ces pages de pagination, il ne pourra jamais voir les produits sur ces sous-pages. Donc il faut que je le laisse passer sur mes pages de pagination. Par contre, elles ne seront pas dans l'index. Je ne veux pas qu'elles terminent dans l'index. Donc voilà pourquoi est-ce que des fois, on empêche Google de passer dessus et des fois, on l'empêche juste d'indexer une page. Et donc, avec la liste de ces pages-là, bah, je sais que ces pages-là ont été exclues par la balise no index. Par contre, ces pages 404 ici, bah, là, on est d'accord, une page 404, c'est pas normal. Donc là, ça veut dire que j'ai une page actualité vendredi free tiré. Si je vais la voir, effectivement, c'est une 404. Google l'a découverte à un moment donné, c'est pareil, c'est 3 défis full bulle, c'est toujours une 404. Donc ça veut dire que là, ce sont 2 pages de mon site internet qui ont été explorées en plus au mois d'octobre, donc il y a très peu de temps, au mois d'août et au mois d'octobre, et sur lesquelles Google me dit, bah, là, c'est une 404, c'est pas normal. Alors, quand on a une page 404 comme ça, soit c'est une page qui a été lancée pendant un temps et qui a été supprimée, auquel cas, bah, je vous conseille plutôt de faire une redirection 301. Ça peut être aussi une page que vous avez décidé temporairement de mettre en stand-by, parce que c'est la promo, parce qu'on n'a plus de stock, parce que ceci, auquel cas vous pouvez quand même la relancer. Le but, c'est pas forcément d'avoir des 404. Par contre, à prendre avec des pincettes. Ce chiffre-là et ces infos-là sont à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Là, vous voyez que Google est passé la dernière fois sur cette page-là le 11 août, le 30 octobre. Donc ça veut dire qu'il est passé il y a 15 jours. Je corrige la page, je la vois là, je corrige la page maintenant, à 9h58. Si je reviens à 10h dans la Search Console, qu'est-ce qui va se passer? Google va me dire, la page vendredi free, elle est en erreur 404, alors que je l'ai corrigée, moi. Ce ne sera qu'à son prochain passage sur la page en question que Google va pouvoir se dire, ah, bah, la page est corrigée, elle ne va plus dans cette liste-là, elle est dans les indexés, par exemple. Donc, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir valider, finalement, que bah, Google ait le droit que Google vous donne des bonnes pages.
C'est pour ça que suivre ces erreurs 404, suivre ces pages qui sont indexées ou pas, Google Search Console n'est pas forcément le meilleur outil. Alors, je vais juste donner la main à Raphaël qui me l'a demandé. Hop, oui. Tu veux partager enfin, ouvrir ton micro peut-être? Oui, vas-y. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez bien ou pas? Je t'entends pas, Raphaël. Je sais pas si les autres l'entendent. Bah, ah mince. Je pensais que vous m'entendiez là. Attends, ça venait de chez moi. Excuse-moi. Je te laisse. Ah, Ça venait de d'accord. chez moi. Oui, je voulais savoir justement, là, si on corrige une page qui est en erreur 404, Ouais. on doit attendre effectivement que le robot Google repasse sur le site pour prendre en compte cette correction. Oui. Mais est-ce qu'on connaît le délai, enfin le temps que Google va prendre pour revenir voir notre site? Absolument pas. D'accord. Et on n'a pas de moyen. Ils sont libres de leur exploration et du fait de repasser sur une page. Le deuxième point, c'est qu'en plus, vu que c'est une page en erreur, ils vont certainement pas mettre beaucoup de ressources à essayer de repasser dessus. D'accord. Les intéressent plus les pages qui fonctionnent, les intéressent moins les pages qui fonctionnent moins. Donc en plus, elles rentrent dans un cadre où elle va être forcément moins crawlée. La seule chose que tu peux faire pour forcer un petit peu ce truc-là, c'est de la renvoyer dans cet inspecteur d'URL pour forcer. Alors, quand on dit forcer, c'est indiquer à Google, on ne peut jamais forcer Google à faire quoi que ce soit, mais on peut indiquer à Google qu'effectivement, cette page-là, tu veux qu'elle soit crawlée prioritairement. D'accord. Ok. Ça reste indicatif auprès de Google, donc il n'y a aucune garantie qu'il le fasse dans les 2 jours ou dans la semaine. D'accord. Ça veut dire que cette liste-là aussi, elle est forcément, elle est forcément biaisée en fait. Là, on a de la chance, les 2 pages sont encore en erreur 404, mais là, j'en ai 2, c'est facile à contrôler, mais quand vous commencez à en avoir 100, 200, 500, 1000, moi j'ai des clients, parce que leur site a été mal foutu, qui produisent 2000 erreurs 404 par jour, parce que leur CMS fout le bordel. T'imagines bien que j'ai pas le temps de les repasser, puis de toute façon, j'ai même pas le droit de les repasser toutes dans l'inspecteur d'URL à chaque fois que je les ai corrigées. Bien Donc sûr. là, effectivement, ça commence à devenir problématique à cet endroit-là parce que je suis obligé d'attendre que Google veuille bien repasser sur la page pour qu'elle puisse sortir de cette liste de désindexation. Ok. Il y a entre guillemets toujours moyen il y a toujours moyen de tricher si tu veux. Tu peux me dire, par exemple, si cette page-là, le 3 défis, football, 2 activités, tu peux peut-être me dire, allez, tu peux tricher, au lieu qu'elle soit dans une sous-page de ton blog, tu vas la mettre en page d'accueil pendant quelques jours, le temps que Google passe dessus. Il y a toujours moyen de négocier, de tricher un petit peu pour essayer de le faire passer plus rapidement. Mais globalement, l'inspecteur d'URL, ça marche pas si mal. Quand on a 1 ou 2 ou 5, tu peux le passer par l'inspecteur d'URL. Sinon, il faut attendre. Ok. Ce qu'il faut prendre en compte dans cette logique-là, c'est qu'en fait, je distingue le passage de Google qui fait son travail comme un grand, je passe sur le site et je vérifie si la page est en erreur 404 ou pas, et je sépare mon travail à moi. Parce que toi, Raphaël, quand tu vas vouloir optimiser ton site internet, quand tu vas vouloir optimiser tes erreurs 404, tu vas dire, allez, ce matin, je le fais, ok. Et tous les lundis matins, je le fais. Tous les lundis matins, je m'occupe de mes erreurs 404 et du fait que mes pages sont indexées. Ça veut dire que tu ne peux absolument pas, quand tu vois que la Google, ça fait 5 mois qu'il n'est pas passé, tu ne peux absolument pas prendre cette liste-là pour acquise parce qu'elle ne sera forcément pas bonne. Tu vas la travailler ce lundi prochain, ce sera la même. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on utilise plutôt des outils de crawl maison, comme Screaming Frog. Moi, GreenRaid, je vous donne des infos qui ont 1 semaine max. C'est-à-dire que tu la corriges le lundi, si tu reviens travailler le lundi d'après, tes données auront été corrigées, tes 2 erreurs 404 n'existeront plus. Donc c'est pour ça que la Search Console, à cet endroit-là, c'est un indicateur, pourquoi pas intéressant. Si vous n'avez rien d'autre, si vous n'avez pas de crawler, si vous n'avez pas GreenRaid, si vous n'avez pas d'autres solutions, ça fonctionne. C'est juste à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas mis à jour assez régulièrement. Question, est-ce que Google nous défavorise si on a des pages en erreur 404 ou avec redirection? Si oui, peut-on lui dire qu'on ne veut plus qu'il passe sur une URL si la page a été réellement supprimée et qu'elle ne sera plus jamais remise en ligne? Alors, dans le cas des pages définitivement supprimées, je fais 2 grands cas. Est-ce que la page était pertinente? Est-ce que la page avait
du trust? Est-ce qu'elle avait de la puissance? Est-ce qu'elle avait des mots-clés sur lesquels elle était positionnée? Est-ce qu'elle était intéressante, indexée avec des mots-clés? Auquel cas, oui, effectivement, je mets une redirection 301 et je vais la laisser pendant les 10 prochaines années. On s'en fiche. Donc, le fait d'avoir ici, dans l'indexation des pages qui ne sont pas indexées parce qu'il y a une redirection 301, ce n'est ici pas un problème. OK? Donc, effectivement, c'est dans la liste des non indexés, mais vous voyez que ce n'est pas appelé problème par Google. C'est appelé page pas indexée. Donc, une fois qu'on a pris ça en compte, oui, effectivement, je préférais que certaines de ces pages soient indexées, mais si c'est moi, là, les balises non index, c'est pas un problème. C'est moi qui ai demandé à ce que la pagination soit pas indexée et que mes mentions légales soient pas indexées. C'est moi qui le choisis. Donc, c'est pas un problème ici en tant que tel. Donc, les redirections 301, c'est pas un problème. Je fais moins de cas, le deuxième cas, je suis moins strict si la page, c'était juste une page d'erreur, une page de merde qui ne m'intéressait pas. Okay, là, je vois que dans ma page 404, cette page actualité vendredi-free, je pense qu'à mon avis, il y avait autre chose derrière, que ça s'est planté, que ce n'était pas la bonne URL, qu'elle a été créée puis supprimée 10 minutes après, sauf qu'elle a dû être indexée par Google. Donc, c'est pas grave ici. Je peux carrément la supprimer. Si je ne mets pas de redirection 301, je ne vais pas récupérer de jus, mais de toute façon, elle n'en a jamais fait. Ce qui m'ennuie dans la logique, c'est de ne pas récupérer le jus, la puissance qu'avait pu avoir une page. Donc, si j'avais une page qui avait de la puissance, je lui mets une 301 et pendant les 3 prochaines années, j'aurai ici ma liste des 301. Sinon, je peux la supprimer, je la mets en 404, ce n'est pas très très grave. Si vous avez décidé, si vous commencez à multiplier les redirections 301, vous faites une redirection de site, vous changez votre truc, et vous commencez à avoir beaucoup d'URL en 301, et que vous me dites, ah, cette page-là, ça fait 6 mois qu'elle a été redirigée, elle n'a plus rien, elle n'a plus de jus, elle n'a plus de puissance, elle est plus indexée, mais Google continue à passer dessus. Ça veut dire que soit il existe dans votre site internet des liens qui pointent vers cette redirection en 301, et auquel cas je vous conseille de les suivre, d'aller les chercher, parce que ce n'est pas normal. Quand vous changez l'URL d'une page, de la version A à la version B, assurez-vous bien qu'à l'intérieur de votre site internet, il n'y ait plus de lien vers cette version A. OK? Le deuxième pan de ça, c'est de vous dire, si vraiment ça fait longtemps, vous pouvez supprimer la redirection 301. Parce que de toute façon, elle ne fait plus partie de l'index de Google. Bon, généralement, on fait ça dans les cas extrêmes. Je vous dis cas extrêmes, quand vous commencez à avoir des dizaines de milliers de redirections 301 qui se cumulent les unes sur les autres, le fichier de redirection 301, hein, il commence à être un peu lourd. Le fichier htaccess, il commence à être un peu lourd. Donc, si votre fichier htaccess, il a des dizaines de milliers de redirections 301 les unes à la suite des autres, il devient trop lourd, il pose un problème de performance sur le site internet, et auquel cas on peut commencer à le vider un petit peu. En dehors de ça, si vous avez même 100, 500 redirections 301 qui sont dans le fichier htaccess, vous les laissez, elles sont absolument pas de problème. La seule chose vers laquelle je vous tends, c'est de vous dire, assurez-vous bien que sur votre site internet, il n'y ait plus de référence à la page A et que tous les liens aient été changés pour aller vers la version B. Donc voilà un des écrans les plus intéressants de la Search Console, parce que c'est lui qui va me permettre de dire, je sais exactement ce que je veux mettre comme page dans l'index et ce que je ne veux pas mettre comme page dans l'index. Et si il y a une page que j'arrive pas à voir, j'arrive pas à la positionner, j'arrive pas à machin, j'aurai ici une explication, un début d'explication sur pourquoi elle n'est pas indexée. Le seul, dans cette liste-là, le seul qui est vraiment pas parlant et qui est un petit peu tordu de la part de Google, c'est ce explorer mais non indexé. Donc là, ce sont des pages que Google connaît. Je vais reprendre mon infographie. Ce sont des pages qui existent, qui ont été crawlables, qui ont été crawlées, Google les connaît. Elles sont indexables, et il n'y a pas de problème à l'indexation, il n'y a pas de non-index ou de choses comme ça, mais elles ne sont pas indexées. Et là, le deal, c'est que Google peut, mais ne souhaite pas indexer ces pages-là. Parce que, généralement, ce qu'on constate, c'est que ce sont des pages un petit peu pauvres en contenu et qu'elles ne méritent pas l'indexation. Donc, elles ont toutes les caractéristiques pour, mais elles ne méritent pas l'indexation. Bon, ça, il faut rajouter un petit peu de contenu, il faut retravailler un petit peu la page, mais ça, c'est juste un petit peu sournois chez Google. On poursuit dans notre menu. Vous allez avoir l'indexation de vos vidéos. Okay, bon, le fait qu'une vidéo soit indexée ou existe sur votre site internet,
ça m'intéresse très peu, sauf si vous êtes un site qui vit sur ces vidéos. Mais globalement, si c'est juste parce que j'ai intégré dans mon site internet une vidéo de présentation de mon produit, je n'ai pas d'intérêt à ce qu'elle soit spécifiquement indexée. Okay, indexée, ça veut dire qu'il vraiment termine dans l'indexation des vidéos quand on passe dans Google enfin l'onglet vidéo de Google. Bon, généralement, si c'est juste pour présenter votre entreprise ou ici ma salle de paintball, ça m'intéresse que peu. Donc, c'est juste de vous poser la question. Ça fonctionne de la même façon. Mes vidéos ne sont pas indexées parce qu'elles ne sont pas sur une page. Okay. C'est dans cette interface-là que je vais pouvoir envoyer le sitemap. Le sitemap, c'est pour donner à Google un plan des pages de mon site internet. Je vous mets un petit peu en garde. Ça ne sert à rien d'en envoyer toutes les semaines. Le sitemap, c'est pour dire à Google, voilà les pages de mon site internet qui méritent l'indexation. Si votre site n'a pas bougé pendant les 3 dernières semaines, pendant les 2 derniers mois, ou parce que vous avez rajouté une page, je n'ai pas lieu de renvoyer mon sitemap. Je vais le renvoyer quand je change beaucoup de pages d'un coup, je rajoute un blog avec 500 trucs, je supprime 500 pages, je vais faire une redirection de domaine, je vais changer tous mes slugs, c'est-à-dire toutes mes URL, parce que je change de /product à /produit, donc il faut redonner toutes les URL à Google. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc c'est vraiment ce truc-là, c'est j'envoie un sitemap quand j'ai besoin. Et ensuite, vous aurez la possibilité de faire supprimer auprès de Google des pages qui auraient été indexées et que vous ne vouliez pas. J'ai fait indexer ma page de catalogue, ma page de produits pour les professionnels, je ne voulais pas que ce soit fait, boum, je viens ici, je demande à Google, je envoie mon URL et il va supprimer toutes ces URL-là. Il va les supprimer quasi instantanément. OK ? Donc, si vous avez une page qui a été indexée et qui n'aurait pas dû, Google va la supprimer quasi instantanément. Cependant, je mets un petit faites attention à ça. Cependant, si vous laissez Google repasser sur la page, il la réindexera. OK ? Donc, si vous aviez fait indexer une page et que ma page de prix pro, et qu'il se trouve que cette page-là, je ne voulais pas, je la fais supprimer ici, je vais mettre une interdiction soit d'index, soit de passage à travers le robot TXT en disant Google, par contre, tu n'as pas le droit de l'indexer, voire carrément, tu n'as pas le droit de passer dessus. Ça m'évitera de la réindexer. Si je ne fais rien, elle sera réindexée. Faites bien attention à ça. On poursuit un petit peu dans notre menu et ensuite on va avoir les expériences sur la page. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Google passe sur votre site. Il y a des choses qui lui plaisent, il y a des choses qui vont moins lui plaire. Donc l'idée, ça va être de se dire, tiens, sur mon site internet, quelle page, ce qu'on appelle les vitals, quel indicateur de qualité fonctionne ou ne fonctionne pas. Sur mon site internet, bon, j'ai pas trop de problèmes. Mon site est bon, ok. J'ai pas de problème sur mon HTTPS. Si j'avais des problèmes, je pourrais les corriger ici. Par contre, je vois qu'ici, j'ai des pages qui sont lentes sur mobile. J'ai des pages qui fonctionnent bien, hein, mais j'ai des pages ici. Alors, je ne vais pas détailler tous les problèmes possibles, parce que là, pour le coup, ça devient un travail de dev et ça se corrige. Ça peut être un problème de votre serveur, la vitesse à laquelle il envoie les données, la vitesse à laquelle il répond, le nombre d'éléments que vous faites charger sur une page, la taille, le poids de ces éléments que vous faites charger, l'ordre dans lequel vous les faites charger. Parce que si je fais charger tous mes scripts avant mes images, ça veut dire que l'utilisateur, il n'a rien à faire, il s'ennuie sur la page parce que je fais charger mes scripts. Faites charger vos images avant de faire charger vos scripts. Comme ça, l'utilisateur, il a au moins quelque chose à se mettre sous les dents, et ensuite, les scripts se chargeront en tant que tel. C'est des centaines de petites optimisations comme ça que vous allez faire, et là, il va vous dire, par exemple, sur ces pages-là, voilà le problème. Et ensuite, vous avez des tutos pour vous expliquer c'est quoi, ici mon problème c'est le CLS, c'est quoi le CLS, c'est que il y a des boutons qui ne fonctionnent pas ou qui sont trop longs à être pris en compte. Donc là par exemple, ce bouton-là, c'est que si le chargement d'un élément après le reste peut perturber la navigation de l'utilisateur. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez qu'il y a mon menu et il y a un truc qui va se charger au dernier moment et qui décale tout. Ça, c'est extrêmement intéressant, hein, extrêmement chiant quand on est utilisateur. Si on veut cliquer sur un bouton, au dernier moment, il y a un bouton ou une bannière qui se charge juste au-dessus et ça nous fait cliquer sur la bannière. Ça nous dit, faites attention parce que tout n'est pas chargé ici dans les 25 premières secondes, dans les 25 premières millisecondes du site internet. Donc, faites bien attention à ça.
Si dans l'onglet Core Web Vitals, nous avons la mention aucune donnée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette visite pour avoir un résultat. Alors attends, on est. Là, t'es là-dedans et il y a aucune donnée? C'est dans expérience de la page. Expérience sur la page. Ouais. Dans un des deux onglets, là, sur ordinateur, sur un de mes sites, j'ai aucune donnée. Avec écrit aucune utilisation récente. Le site est récent? Alors, ce site-là n'est pas récent, mais on a mis il n'y a pas si longtemps que ça en place la Search Console. Ah, d'accord, ok. Alors, oui, effectivement, ça peut attendre. En fait, la Search Console, c'est pas Google qui va décider de passer dessus. Google passe déjà dessus. C'est juste qu'en fait, entre le moment où il passe, lui, et le moment où vous créez la Search Console, et le moment où il ramène les données dans votre Search Console, il peut y avoir un peu de temps. Okay. Donc, si on parle de quelques jours, quelques semaines, normalement, grand max, l'indexation des pages et les performances de résultats, ça arrive assez vite. Généralement, dans les 48 heures, ça arrive. Mais des fois, effectivement, il peut être un peu long à envoyer ces autres infos là-dessus. Ouais, ça date de fin septembre quand même. Ah, ça commence à être long. Ouais. Ça commence à être long. T'es sûr qu'il passe sur votre site? Bah, ça a l'air parce que sur les autres, quand je vais dans vue d'ensemble, performance, j'ai de la donnée. Il faudrait. Est-ce que vous avez fait des tests sur d'autres outils, genre les PageSpeed Insight de Google? Faut que je teste. Ouais. En gros, l'idée, c'est effectivement, si Google ne te donne pas ces infos-là, bon, bah, ça fait 1 mois et demi. Ça me paraît long, 1 mois et demi pour le faire, mais je suis pas choqué pour l'instant. Je trouve que c'est long, mais je suis pas choqué. Ne prends pas ça en compte, tant pis pour ton truc. Prends l'outil gratuit PageSpeed Insight qui va faire largement le taf aussi. Et puis tant pis, mais si c'est juste pour savoir, est-ce que tu as des problèmes de CLS? Alors, j'en ai pas sur ce site-là. Mais effectivement, est-ce que tu as des problèmes de CLS, de LS, de machin? Tu pourras le voir aussi avec le PageSpeed Insight, ce sera peut-être même plus pertinent. Ok, nickel. Merci. Pas de souci. Le HTTPS, bon, ici, toutes mes URL sont HTTPS, donc j'ai pas de problème d'URL en non HTTPS. Faites bien attention à ça, hein. Des fois, c'est juste une bêtise, hein. Des fois, il me reste juste d'un côté une URL, une image, hein, un truc caché au fin fond d'un script, machin, qui n'est pas loadé en HTTPS. Un petit peu dommage, on n'a aucun intérêt à le laisser. Pour vos utilisateurs, ça change, ça commence à changer de plus en plus parce que quand vous êtes connecté à un site, si vous n'avez pas le HTTPS, vous allez avoir des loquets rouges qui vont arriver, vous allez avoir des messages d'erreur en disant attention, tout n'est pas HTTPS et machin. Faites-le, c'est rapide à faire. Sécurité et action manuelle. J'espère de votre vie que vous n'aurez jamais à ouvrir ce bouton-là. Ça note les problèmes de sécurité. Est-ce que je me suis fait hacker? Et Google l'a repéré. Alors, vous imaginez bien. Déjà, j'aime pas me faire hacker, mais si en plus Google le repère, vous imaginez bien la panade dans laquelle je suis. Et les actions manuelles, c'est des humains de chez Google, ce qu'on appelle les quality raters, qui viendraient sur votre site pour dire toi, tu as essayé de tricher avec l'algorithme, tu as essayé de faire du spam, tu as essayé de trafiquer, tu as mis l'exemple, tu as mis du texte en blanc sur fond blanc et le robot ne l'a pas vu de base. Donc, il y a des humains qui vont passer sur votre site et vous mettre des pénalités, des actions manuelles, ce qu'on appelle. Donc, j'espère de votre truc que vous n'aurez pas d'action manuelle. Si vous ne faites pas des dingueries avec votre SEO, il y a peu de chance, hein, on ne va pas se mentir. Et que vous n'aurez pas de problème de sécurité, dans le genre, vous n'allez pas vous faire hacker. Si vous avez des choses qui sont remplies là-dedans, dites-le moi, parce que c'est toujours. On en voit de moins en moins, mais si vous avez quelque chose là-dedans, dites-le moi. Et le dernier gros élément que je voulais vous montrer ici dans le truc, c'est les liens. Là, ici, on parle des liens internes, d'autres sites vers moi, et des liens externes, d'autres sites vers moi, et des liens internes, de mon site à mon propre site. Okay. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça répond à 2 questions. La première, ça va être, est-ce que mon site est populaire? Je sais ici, grâce à ce chiffre-là, que mon site reçoit 158 liens, depuis ici un ensemble, depuis 27 sites Internet. Donc j'ai 27 sites Internet différents qui me font un total de 158 liens vers mon site Internet. Bon, en tant que tel, ça ne vous changera pas votre vie, c'est pas 158, c'est beaucoup, 27, 27 c'est pas beaucoup, mais globalement, c'est pas la course à celui qu'on a le plus, je ferai des webinaires entiers sur les backlinks, sur les liens qui pointent vers vous, parce qu'il y a des centaines de critères à prendre en compte. Là, c'est juste un indicateur
du nombre de liens et globalement du nombre de sites internet qui sont faits vers vous. Donc ça vous permet de voir quelles sont les pages les plus populaires et quels sont les sites internet qui vous font des liens qui pointent aujourd'hui vers vous. C'est clairement pas le meilleur outil. OK? Donc, encore une fois, la Search Console, comme la partie Error 404, comme la partie machin, c'est clairement pas le meilleur outil. Pour voir les liens, je préfère un Ahref, je préfère Majestic, je préfère GreenRed, parce que GreenRed, on voit vos liens aussi. Et en plus, moi, je vois les liens de vos concurrents. C'est-à-dire que je vous dis, vous avez 158 liens depuis 27 domaines, et votre concurrent number one, il a 200 liens depuis 200 domaines. Donc, en plus, moi, je vous donne ça et des notations, parce que là vous n'avez aucun critère de notation par rapport à ça. Donc là, c'est juste pour vous donner le nombre approximatif de liens qui pointent vers vous. Et les liens internes, ça va être combien est-ce que j'ai de liens vers chacune des pages de mon site internet. Là, chacune des pages de mon site, on va toutes les prendre, la plupart des pages de mon site reçoivent 136 liens. Ça me paraît normal parce que je pense que j'ai 136 pages et que toutes ces pages-là, la foire aux questions, les partenaires, la presse, le recrutement, les anniversaires d'enfants, je pense que ça, c'est lié dans le menu. Donc ça veut dire que tous les éléments de menu reçoivent chacun un lien depuis l'ensemble des pages de mon site internet. Donc je reçois ici 136 pages, 136 liens internes. Par contre, si vous commencez à descendre, vous allez avoir des pages qui sont moins bien loties. Par exemple, cette page Paintball extérieur EVG EVJF ne reçoit que 4 liens internes. Il n'y a que 4 liens sur tout mon site internet, sur les 136 pages, que 4 liens qui pointent vers cette page-là. Et plus on va descendre, et moins ça va être bien loti. Donc cette page anniversaire foot avec animateur, elle ne reçoit qu'un seul lien. C'est depuis la page futsal anniv enfant ado. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette page futsal anniv FR enfant avec animateur, elle ne peut pas être considérée comme pertinente, intéressante, bien hiérarchisée à cause du fait qu'elle ne reçoit pas beaucoup de liens internes. Si une page est importante chez vous, vous allez en parler dans le menu. Si une page n'est pas importante, vous allez la cacher dans une sous-page. C'est exactement ce qui se passe là. Donc ça veut dire que si vous me dites demain, Sylvain, je veux avancer sur le mot anniversaire foot avec animateur, on va prendre cette page-là, parce qu'elle a l'air d'être bien dédiée, parce qu'elle a déjà, on va estimer qu'elle a le bon contenu, et on va lui créer des liens, on va la faire remonter dans la hiérarchie, on va lui amener du maillage interne pour qu'elle puisse s'améliorer par rapport à ça. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est qu'on puisse s'améliorer et on puisse améliorer le maillage interne qui pointe vers chacune des pages. Le but n'est pas que toutes les pages reçoivent un lien vers toutes les autres pages. Parce que sinon, c'est confus pour le moteur de recherche. Il faut une hiérarchie. Il faut des pages importantes, des catégories. Il faut des sous-catégories qui ont peut-être un peu moins de pages. Et il faut des pages produits qui vont recevoir quelques liens. L'idée est d'en avoir minimum 4 ou 5 vers des pages. Mais l'idée, c'est pas que tout le monde reçoive un lien vers tout le monde. Sinon, c'est le bordel. Exemple. On va aller voir le site de Plan Fort, une jardinerie en ligne. J'ai rien contre eux ou avec eux, mais globalement, c'est juste pour vous montrer. Si on essaie de hiérarchiser les pages du site de Plan Fort, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me dire toutes les pages qui reçoivent la homepage est la page la plus importante de mon site. Ça veut dire que quand elle envoie des liens, elle n'est pas censée envoyer des liens vers tout le monde. Donc on va dérouler cette page-là et on va essayer de se dire quelle est la hiérarchie. Comment est-ce que ce site-là hiérarchise les pages qui valent le coup et les pages qui ne valent pas le coup. Donc là, on est sur, le menu, on le fera après. Là, on va avoir les plantes, les rosiers, les érables, les fruitiers, les red robins, les besoins d'idées, toutes les haies qui vont avoir dispo, le reste des haies, parce qu'il y en avait d'autres. Les agrumes, les fruits, les kiwis, les pêchers, les pruniers, les oliviers, les palmiers, les vignes, les raisins, les fruits à coque, les plantes vivaces, les couvre-sols, les grimpantes, les paysagers, les bambous de montreçant. On respire, on met de la page, les plantes alternatives au gazon, les jardinières, les vidéos, les tutos, les conseils, c'est pour la même chose, les toiles de paillage, les conseils, la newsletter, la newsletter, la presse en parle, les outils pédagogiques, et à chaque fois c'est des liens, chaque fois c'est des choses que je peux cliquer. Les outils pédagogiques, la charte qualité, le suivez-nous, et ensuite on arrive au footer. Donc ça veut dire qu'ici est proposé à l'utilisateur et au moteur de recherche 200 liens, 300 liens. Et si tout est fait comme ça, vous imaginez bien qu'en termes de hiérarchie, maintenant on va aller voir le menu. Qu'est-ce qui est intéressant sur un site de jardinerie? Le matériel, quelques bulbes, quelques arbres. Déjà, si on fait ça, on aura déjà bien combien de trucs. Donc si je passe ici sur les plantes,
j'ai ici des centaines d'éléments de menu. Pareil sur le matériel, pareil sur les bulles, pareil sur les jardinières, pareil sur l'aménagement. Ça, ce menu-là, il est repris sur l'ensemble des pages. Ça veut dire que, techniquement parlant, en termes de hiérarchisation et importance de mes contenus, mes tondeuses, mes désherbeurs et alors on s'en fiche, mes serres, qui sont normalement des choses importantes sur un site de matériel de jardinage, reçoivent techniquement autant de puissance et autant de hiérarchisation et sont aussi importantes que mes jardinières pure cône, mes jardinières pure cône high, pure round, pure soft brick divider, pure soft brick long, tout est au même niveau. Donc si tout est au même niveau, c'est l'armée mexicaine, il n'y a pas de vraie hiérarchie par rapport à ça. Et ça devient problématique. Donc ce qui vous est donné ici dans les liens internes, c'est de vous dire, ça vous permet de justifier la quantité de liens que reçoivent chacune des pages, parce que si tout le monde reçoit le même nombre de liens, il n'y a plus de hiérarchie. Par contre, les pages que vous voulez importantes dans votre contenu doivent recevoir un minimum de 5, 10, 15, 20 liens en fonction du nombre de pages que vous avez vous déjà. Mais si vous essayez de mettre en avant une page, de me dire ça c'est la page number one, je veux la positionner en premier sur un mot ultra concurrentiel et qu'elle reçoit un lien depuis le reste des pages, ce ne sera pas assez pertinent. Donc voilà à quoi ça sert. Et après, le reste, c'est des paramètres, hein, c'est pour changer les utilisateurs, changer des trucs, dire qu'on a un robot TXT, bon, c'est pas très grave. Donc voilà un petit peu la Search Console, à quoi ça sert, et surtout, ce que j'essaie de vous donner au-delà de faire le menu, c'est surtout d'aller voir les usages qu'on en a, nous, dans notre SEO, parce que c'est quand même un outil très dédié SEO et très, très, très focus SEO, donc c'est vraiment les usages qu'on en a de notre côté. Donc voilà un petit peu l'idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai parlé un petit peu de GreenRed, je vais vous en faire un petit peu je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que j'ai des résultats plus pertinents que la Search Console à certains égards. Mais si vous avez des questions, si vous avez encore des points, n'hésitez pas. Normalement, vous pouvez ouvrir vos micros, mettre un message dans le chat, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais avoir à tout moment sur mon site internet des infos qui vont fonctionner et des infos qui ne vont pas fonctionner. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les erreurs 404, ou en tout cas dans les erreurs 404, les redirections 301, les pages de mon site, la Search Console n'est pas forcément le meilleur outil parce qu'elle n'est pas assez réactive par rapport à ça. Donc c'est pour ça que, par exemple, sur GreenRed, je vais avoir la possibilité de voir mes mots-clés. Là, j'ai connecté ma Search Console, j'ai connecté Analytics, j'ai connecté Google Ads, tout au même endroit. GreenRed, c'est un copilote en marketing digital. L'idée, c'est de vous dire, je vais avoir un seul outil qui va aller regrouper les infos de Google Analytics, de la Search Console, certaines qui sont intéressantes, pas toutes, mais pas tout d'Analytics, certaines infos d'Analytics, certaines infos de la Search Console, certaines infos de Google Ads, des crawlers, des API pour aller voir mes liens, et en gros, l'idée, c'est d'avoir tout au même endroit pour que ça vous aide à piloter votre activité. Donc, l'idée, c'est de se dire, j'ai connecté mon Google Analytics, et je vais avoir des infos sur mon trafic. Mais le but, ce n'est pas de reproduire Analytics, qui est un outil qui est déjà assez compliqué comme ça, c'est d'aller chercher certaines infos, hop, je les ouvre un peu, le nombre de sessions, les utilisateurs, les conversions, le taux d'engagement, mes principales sources de trafic, SEA, accès direct, SEO, les principales langues, et le but, c'est que ce soit réexpliqué. Ce n'est pas de récupérer le paid search ou l'organic search qui est dans Google, c'est que moi, j'ai remis SEA, accès direct ou SEO, vraiment des choses beaucoup plus parlantes. Les principaux événements, les principales villes et les conversions qui se passent sur votre site internet. Vous voyez déjà que juste ce tableau-là, pour voir les langues, les principales sources et tout ça, c'est déjà 10 tableaux dans Google Analytics. C'est déjà un enfer. Je vais aller voir, je vais avoir derrière un focus sur mes sources de trafic pour aller voir un détail sur mes sources de trafic. Et le but, c'est de vous dire aussi, c'est quoi réseaux sociaux organiques, c'est quoi email, c'est quoi une assign, et d'avoir des explications. Ce qui manque cruellement dans Google Analytics, c'est l'explication. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est le Unassign? Qu'est-ce que c'est quand je vois Performance Packs? Okay, un focus sur le e-commerce pour avoir, quand c'est présent dans Google Analytics, mes transactions, mon revenu, mon panier moyen, les produits les plus vendus et mon tunnel de conversion pour voir les gens qui ont ouvert le site, affiché un produit, ajouté au panier, débuté le processus de paiement et les achats. Donc l'idée, c'est, avec bien sûr la possibilité de filtrer, là je veux que certaines dates, je veux que les utilisateurs mobiles, je veux que les utilisateurs des US et je veux que les utilisateurs du SEO. Et bien sûr, ça va venir filtrer derrière. Donc vous voyez qu'en 3 tableaux sur mon site internet, j'ai déjà récupéré beaucoup d'infos de Google Analytics et surtout, elles sont présentées de façon beaucoup plus digeste. C'est ça, GreenRed, c'est que ce soit beaucoup plus digeste dans votre quotidien. Je vais avoir mon tableau de bord où je vais pouvoir vous dire,
en termes d'architecture, votre site, il va bien. Par contre, en termes de contenu, on a un problème, et en termes de liens, et en termes de netlinking aussi. Notre conseil, c'est d'améliorer votre lien. Donc, vous avez des conseils, vous avez des vidéos. Là, vous voyez, j'ai une vidéo sur comment est-ce que j'interprète les jauges, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que comment est-ce que je fais pour les lire. Je vais récupérer mes mots-clés avec tous mes mots-clés en première page, tous mes mots-clés en deuxième page, donc mes opportunités de mots-clés. Donc là, vous avez vraiment vos opportunités, et le reste de vos mots-clés. Donc, on peut faire le même exercice qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire, bah, tiens, moi, je veux que les mots-clés qui vont comprendre laser. Hop, ça, c'est mes mots-clés en première page sur le mot laser. Et ça, c'est mes mots-clés d'opportunité. Là, je suis 12e, 13e sur anniversaire laser game. Ouais, super, il faudrait que j'avance là-dessus. OK. Je vais avoir récupéré des infos sur l'architecture. Et c'est là où je disais, moi, je suis plus pertinent que la Search Console là-dessus parce que mes données, elles ont max une semaine. Et je vais récupérer ici mes erreurs 404, mes 500, mes 300, mon sitemap, mes indexations trop lointaines, et avec à chaque fois des explications pour dire à quoi ça sert, c'est quoi une erreur 500, c'est quoi un sitemap, c'est quoi une erreur 300, c'est quoi une réduction 300, avec la possibilité pour vous derrière de venir télécharger le fichier en question. Donc c'est toujours pareil, si je veux corriger mes images trop lourdes, je peux venir télécharger le fichier en question. Je vais vous donner des informations sur les métatitles de votre site internet qui sont trop longues ou trop courtes, et les métadesks, trop longues ou trop courtes, avec la possibilité toujours pareil de venir télécharger le fichier. Mais vous allez me dire, les métatitles, c'est bien, mais quand je suis tout seul devant ma liste, je fais quoi? Comment est-ce que je fais? Et bien vous avez ici un petit pop-up qui va vous dire, la métatitle, c'est entre 30 et 60 caractères, c'est les mots-clés importants, qu'est-ce qu'on met? On ne met pas son nom de marque, on fait clair, et vous avez 10 minutes de vidéo sur comment faire une métatitle. Comment faire une métadesk. Vous avez tout qui est au même endroit. Des infos sur vos liens. Donc là, je vais avoir mon site internet avec le nombre de liens et le nombre de domaines qui pointent vers moi. Et 3 concurrents, parce que vous allez me donner vous-même 3 concurrents. Et vous allez pouvoir aller voir le nombre de liens et le nombre de domaines qui pointent vers vous et chacun de vos concurrents avec des notations. Le CF, le TF. C'est quoi le CFTF? J'ai une vidéo de 10 minutes qui m'explique c'est quoi le CFTF. Vous avez des assistants IA pour vous aider à faire. Alors pour l'instant, il n'y en a que en SEO. Ceux de SEA vont arriver là dans les prochains jours. Des idées d'articles de blog. Donc vous allez me dire, tiens, par exemple, je voudrais avancer sur j'en sais rien, le paintball intérieur. Et c'est des prompts tout faits. Et donc en fait, vous avez juste à taper le mot-clé sur lequel vous souhaitez votre idée. Et en fait, le prompt va automatiquement aller chercher des idées. Ils sont déjà tout faits. Vous allez me dire, ah, le bénéfice de la pratique de paintball en intérieur. Donc ça, c'est vos idées de mots-clés, vos idées d'articles. Je vais avoir un autre prompt pour savoir quels sont les mots-clés que je dois utiliser pour avoir bien couvert mon champ lexical, mon cocon sémantique autour de tout ça. Donc c'est pareil, je vais taper mon mot-clé, il va me dire, il faudrait que tu utilises tel mot-clé, paintball, intérieur, extérieur, indoor, fusil, balle, tout ce que vous voulez. Et là, je lui ai demandé les bénéfices de la pratique du paintball en intérieur, l'idée qu'il m'a donnée. Et ça va me dire, tu fais un article qui s'appelle comme ça, la balise title, c'est ça, la métadesk, c'est ça. Et ensuite, ton plan de rédaction avec TH1, TH2, les bénéfices physiques, les bénéfices psychologiques, les augmentations de compétences sociales, sécurité. Voilà. Et donc, vous avez tout votre article et vous n'avez plus qu'à rédiger derrière. Volontairement, on s'arrête là. Parce que la rédaction par l'IA, ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a aucun rédacteur aujourd'hui, il n'y a aucun outil de rédaction d'IA qui ne soit pas complètement plombé par Google. Par contre, avoir des idées d'articles de blog, des idées de rédaction avec tout votre balisage H1, H2, H3 qui est tout prêt et il n'y a plus qu'à rédiger, c'est l'idée derrière ces prompts IA. Et c'est pareil, en SEA, on va avoir des tableaux pour voir mes performances, le nombre de clics, le nombre de coûts, le machin, le nombre de conversions, le taux de conversion, tout ce qui va arriver par rapport à ça. Et le dernier bouton, ça va être le bouton « J'améliore ma page ». Le but, ça va être de se dire, vous allez sélectionner une page de votre site internet, vous allez sélectionner un mot-clé, donc vous allez me dire, tiens, la page sur laquelle j'ai dit tout à l'heure, Paintball intérieur Paris, je vais dire, je veux l'améliorer sur le mot Paintball intérieur Paris, ok. Et lui, il va me dire, avec la Search Console, avec Google Ads, avec Google Analytics, avec mes mots-clés, avec mes liens, avec tout ça au même endroit, et pour améliorer cette page-là, ta page, elle fonctionne, elle est indexée, ça je le sais grâce à Google Search Console, elle a tant de mots-clés, il lui manque tel et tel mot-clé à l'intérieur, elle a tant de personnes qui arrivent par Google Analytics, elle a un taux d'engagement de temps, elle reçoit des liens depuis l'extérieur, elle reçoit 3 liens depuis 3 noms de domaines depuis l'extérieur, et l'idée c'est d'avoir tout au même endroit pour pouvoir tout mixer et avoir une seule interface pour ne pas aller sur 5 outils différents. Ça vous permet d'avoir une seule interface à apprendre, de gagner des heures
de recherche de tableaux dans tous les sens et de recherche d'infos dans tous les sens pour ne pas avoir, pour ne pas aller sur 25 tableaux, ça vous permet d'éviter d'apprendre Google Analytics, Google Search Console, Screaming Frog, Ahref ou SEMrush. Ça vous évite de payer l'abonnement à Ahref ou SEMrush si c'est juste pour voir vos liens. Donc voilà un petit peu l'idée derrière GreenRed. C'est ce que je voulais vous présenter ce matin, parce que ça va avec l'optimisation que vous êtes en train de faire. Et vu qu'on a fait le webinaire ce matin, je vous donne un code de réduction webinaire qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur les 3 premiers mois de souscription. Donc dans tous les cas, il y a 14 jours offerts. Donc sur GreenRed, il y aura forcément les 14 jours offerts. Et si vous prenez ça, vous avez en plus 25% de réduction sur les 3 premiers mois de souscription. Et c'est valable jusqu'à la fin du mois. Donc si vous voulez tester l'outil, vous pouvez le tester pendant 14 jours, vous ne paierez rien. Et ensuite, c'est 70 € par mois sans engagement. Vous pouvez vous désengager à tout moment. Et si vous prenez la version annuelle, il y a en plus 2 mois offerts. Donc ça veut dire que c'est plus 70, ça fait 58 € par mois si vous prenez la version annuelle. Et en plus, si vous mettez le code, vous avez en plus de ça les 25% sur les 3 premiers mois de souscription. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à tout ce que l'on vient de voir? Non, pour ma part, c'était très clair. Ouais. Les autres, c'est bon? Ok. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi le webinaire. Il va être dispo dans les prochains jours sur LinkedIn. Je le remettrai un petit peu sur LinkedIn, j'en communiquerai. Et dans tous les cas, il sera sur le site internet de GreenRed. C'est-à-dire que moi, directement sur GreenRed, si un jour vous suivez, vous voulez voir un petit peu où on est, dans la partie formation, vous avez webinaire gratuit. Et en fait, dans cette partie webinaire gratuit, je remets les webinaires au fur et à mesure où je les fais. Donc, vous pourrez directement l'avoir là-dedans. Si vous voulez le revoir, je vais le remettre là dans les prochains jours. Je vais le remettre directement ici. Et info aussi, vous avez, si vous le voulez, toujours sur le site internet, une partie ressources gratuites dans laquelle vous allez avoir des tableaux que je propose, des tableaux de bord que je propose pour suivre vos performances en SEO, SEA, pour calculer votre ROI, pour aider à créer vos campagnes Google Ads. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Suivez-moi sur LinkedIn, hein, normalement c'est déjà fait, mais suivez bien sur LinkedIn ce que je fais. J'essaye vraiment de donner beaucoup de documents, beaucoup de machins. On va refaire des webinaires. De toute façon, il y aura les prochains webinaires qui vont arriver. Là, c'était le premier de la série de 4 pour laquelle j'avais demandé un sondage, mais dans tous les cas, on va en refaire après. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir suivi ce webinaire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël. Merci à tout le monde. Au revoir.